Tant qu'on se lance pas dans la contradiction, on peut pas détruire une idée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il y a des gens qui disent punch nazi, oui, vous allez le frapper, il va faire quoi? Une fois qu'il aura pris un pain, il va voter Europe Écologie. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille un odieux connard. Non, ne vous méprenez pas, c'est bien son nom. L'odieux connard tient un blog qui attire chaque année des millions de visiteurs et sur lequel il a professionnalisé la mauvaise foi et le cynisme. Je l'ai découvert il y a plusieurs années via ses spoilers de Blockbuster et je n'ai plus jamais décroché. C'est le type qui me fait le plus rire sur Internet. On évoque son parcours complètement atypique. Avant de gagner sa vie comme auteur, Odieux Connard a été prof d'histoire géo, patron, s'est engagé en politique. Bref, on a énormément de choses à dire. On parle de Game of Thrones, de Tarantino, de l'éducation, de la vie d'artiste et de l'écriture. Pensez à vous abonner sur iTunes ou SoundCloud, ça m'aide énormément et bonne écoute. Voilà, donc ce sera à table avec l'odieux connard. C'est à table avec l'odieux connard. Bonjour voilà. Odieux Connard. Bonjour. Merci de venir sur Nouvelle École. Rapidement, je te présente, mais moi j'ai découvert ton blog il y a peut-être 5 ans quand même. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait 8 ans. 8 ans, ouais. Donc moi j'ai découvert à l'époque où il y avait Prometheus, ce genre de choses. Je vois, effectivement. Et en fait, c'est donc le blog de l'odieux connard, c'est un blog sur lequel tu fais preuve de cynisme sur tout un tas de sujets, principalement le cinéma, et où moi j'ai connu ça à travers les articles dans lesquels tu vas spoiler les blockbusters et tu nous spoiles le film en entier en mettant en évidence toutes les incohérences. Exactement. Ce qui a fait que rapidement j'ai arrêté d'aller voir des films au cinéma puisque j'allais voir un film, je me suis dit génial, Interstellar par exemple, et ensuite j'allais lire ta chronique et je me disais mais en fait je suis complètement con, il y a rien qui se tient dans ce film. Et j'ai commencé à beaucoup partager ça. Et sur ton blog, c'est un blog qui a vachement bien marché. Il y a des millions de lecteurs dessus. Chaque année, on a 6 millions de personnes là au dernier recensement, donc c'est bien. Je ne me plains pas. Et t'as aussi publié. Donc on est au bar, les aléas du direct. Merci beaucoup. T'as aussi publié 2 livres. Tout à fait. Qu'il est bon d'être mauvais, le premier, et le deuxième qui est La vie c'est bien, le cynisme c'est mieux. Exactement. Et mais en fait on va parler de plein de choses, on va parler dans le temps qu'on a imparti, on va parler d'Odieux Connard, on va parler de ton parcours parce que tu as aussi été professeur d'histoire-géographie. C'est vrai. Tu es un passionné de Première Guerre mondiale et d'histoire sur lequel tu as aussi travaillé. Exactement. Mais je voulais revenir un petit peu sur Odieux Connard pour commencer, pour ceux qui te connaissent pas. Je t'ai entendu dire que tu avais commencé le blog sur un coup de tête. Comment ça s'est passé exactement? Il faut savoir que on a parlé des spoilers de films, et au départ je les faisais de vive voix, donc mes amis en avaient un peu marre que je leur spoil les films en sortant du cinéma en expliquant pourquoi c'était nul. Donc on a fini par me dire mais arrête de nous emmerder, va faire ça en ligne. Donc je suis allé emmerder les gens en ligne. Un soir j'ai dit bon allez on essaie, ça se trouve dans 3 semaines je vais arrêter. C'était sur quoi le premier spoil? C'était G.I. Joe. Okay. C'était G.I. Joe. J'avais commencé par d'autres articles, j'avais écrit des conneries sur Harry Potter ou autre, enfin voilà. Et puis j'ai fait le premier spoiler sur G.I. Joe et là j'ai eu un débarquement de troupes, donc j'ai fait bon je vais continuer à écrire et 8 ans plus tard je suis toujours là, donc apparemment c'était une bonne idée. T'avais pas prévu que des gens viendraient lire tes articles? Non, très franchement non, je suis parti en me disant allez j'essaie, on verra bien mais sans... Internet est vaste, hein. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est une idée que t'avais depuis longtemps, mais que t'avais repoussée ou Oui. Ouais. J'ai souvent, j'ai un côté procrastinateur de ce côté-là, comme beaucoup de gens, hein. Je fais des projets et je repousse. J'ai fait ça pour le blog. Et puis là, ça faisait bien 3 ans et quelques que je parlais de faire même plus, peut-être même bientôt 4 ans que je parlais de faire des vidéos. Et j'ai commencé uniquement cette année à en faire, où je ne me montre pas, mais en tout cas à faire de la vidéo. Des vidéos YouTube? Ouais, je les mets. On va dire des vidéos YouTube, ouais. Je les mets sur YouTube par principe, mais sinon, je les mets sur Facebook et Twitter. T'avais, avant de commencer les spoilers, il y avait un côté peur de se lancer ou de mettre ces trucs sur Internet ou? Ah non, c'était pas un problème. C'était juste, est-ce que je vais pas y passer du temps pour pas grand chose au final, c'est-à-dire moi je m'amuse même si j'ai pas beaucoup de lecteurs, mais je me disais est-ce que ça va m'amuser moi, est-ce que ça va amuser des gens, voilà, c'était plus la question. Il y avait pas une question de peur, au pire on se plante et puis voilà, c'est pas grave. T'avais t'avais un objectif, il y avait un nombre en tête, tu te disais s'il y a X personnes qui viennent, je continue? Non, même pas. C'est vraiment quand j'ai vu des gens débarquer, et c'était pas beaucoup. Ma première grosse vague de visite, attention, c'était 50 personnes, j'étais fou.
50 personnes, pensez-vous, monsieur, c'est ce que je faisais en une journée. Et ça, c'était le premier article? Enfin, le premier C'était spoil? le premier truc où j'ai vu d'un coup mes statistiques monter. Non, je crois que le premier mois, en tout, j'ai eu 19 personnes. D'accord, bah, ça me rappelle un peu mes débuts, hein. Voilà. Donc c'est un peu le principe. Il faut bien commencer quelque part. Donc, c'est rassurant pour les gens qui commencent un site et qui disent qu'ils ont pas beaucoup de monde. C'est normal. Ouais, il y avait quelqu'un qui était sur ce podcast qui disait, de toute façon, même si t'as 19 personnes, si tu les mets dans une pièce, c'est toujours cool que 19 personnes aient lu ce que t'as écrit finalement et apprécié, quoi. Oui, puis voilà. Puis il y a les premiers commentaires au départ. On jette pas mal de coups d'œil. Aujourd'hui, je les lis toujours, mais je ne réponds plus parce que sinon, il y en a qui tentent de voir si je vais pas activer leur carte piège en me jetant dans les commentaires. Mais au départ, c'est ça. Si on discute en plus avec les commentateurs, donc il y a vraiment un côté sympa. Il y a eu un moment où tu t'es dit, ah ok, le truc est devenu sérieux, là, ça a vraiment pris ou Ouais, bah quand j'ai vu que on commençait à m'envoyer des mails en me disant c'est quand le prochain article, j'ai su que c'était sérieux. Ouais. Et d'ailleurs, oui, parce que d'ailleurs maintenant les gens vont voir les blockbusters au cinéma et ensuite t'obligent à aller les voir pour écrire, c'est ça? C'est ça. Il y a même des gens encore plus pervers qui vont d'abord sur le blog, puis vont voir les films, et après vont faire leur sélection, effectivement, en me disant, ah, ce film-là, il est bien pourri aussi. Vous devriez le voir, mais il y a beaucoup trop de merde pour un seul homme. Comment ça se fait que toi, tu te sois mis en fait dans ce rôle où tu décomposais, tu démontais les films? C'est le cinéma, c'était une passion que t'avais depuis longtemps, où t'en avais vu plus de films que les autres? Non, je suis juste un emmerdeur. C'est d'où le nom, hein. J'ai jamais eu de grande passion pour le cinéma, à part celle qu'on a tous d'aller voir un film, de passer un bon moment, mais j'ai toujours été chiant sur la partie scénario, mais là bien plus chiant que tout le monde. J'avais des amis et c'était limite s'ils en parlaient pas en cachette de ce qu'ils regardaient pour pas que je jaillisse de derrière un buisson en faisant attendez, c'est une merde et je vais vous expliquer pourquoi. Donc non, pas de... Ouais, parce qu'il y a un peu un côté où quand tu dis à des gens le scénario ne tient pas la route, on va te dire oui mais c'est du cinéma, c'est pas fait pour être crédible. Oui, voilà, c'est la fameuse grosse méprise des gens qui disent ouais, mais dans ce cas, dans Star Wars ils sont dans l'espace et c'est ridicule, ou dans Harry Potter ils font de la magie et c'est pas crédible non plus. Ouais, mais voilà, c'est la fameuse question de la suspension de l'incrédulité, c'est-à-dire on accepte la magie, enfin l'univers est posé, mais après si les gens ne respectent pas leur propre univers, on a un problème. Si Harry Potter a un sort pour ouvrir les portes, qu'à un moment il est devant une porte fermée, qui dit ah zut, je vais devoir faire demi-tour. C'est illogique. C'est quelque chose qui arrive à un moment, ça? Non, il se passe plein de choses pourries dans Harry Potter, c'est certain, mais surtout les films. Les livres aussi, il faudra qu'on reparle de Dobby très sérieusement. Que beaucoup de gens étaient là quand Dobby est mort. Mon Dieu, Dobby! Désolé de spoiler. Mais non, Dobby méritait largement sa mort. C'était une incohérence sur pattes. C'est terrible. Rappelons qu'ils ont quand même une armée d'elfes de maison, donc il peut faire n'importe quoi. Un seul elfe de maison, Dobby, arrive à désarmer tout le QG des méchants, mais leurs 1 millier d'elfes de maison qu'ils ont en armée à Poudlard, ils les mettent dans les cuisines. Exactement. Ils lavent les slips et ils font la soupe, pendant que les mecs dehors sont en train de mourir durant la bataille. Alors qu'il suffit d'en sortir 2 et c'est plié, tout le monde est sauvé. Parce qu'à la fin, à un moment, il arrive, il claque des doigts, c'est ça. Et tout le monde tombe. Des doigts et tout le monde tombe, et enfin tout le monde se fait piquer sa baguette et ils disent ah oui, mais c'est parce qu'ils ont une magie différente de la nôtre, donc ils peuvent faire ça. Bon bah, utilisez-les alors. Non. Ouais, c'est ce genre de choses. Quel est est-ce qu'en fait, il y a des films que tu vas voir, que t'apprécies, mais ensuite t'écris quand même le spoiler en le démontant? Il y aura jamais de nom, hein, mais il y a des films que j'ai appréciés, que j'ai démontés. C'est un exercice de mauvaise foi. Le blog est là pour ça. C'est pour ça aussi que des fois, il y a des gens qui viennent en me disant, ah, je suis pas d'accord avec ce que vous avez écrit là. Je dis, mais c'est très bien, il y a de la mauvaise foi, donc faites-vous plaisir. Hein. Donc tu pousses vraiment le côté... Ah, il faut aller jusqu'au bout. Ouais, moi je sais que c'est vraiment quand je lis ça, il y a des fois où je me dis c'est de la mauvaise foi, mais en même temps c'est vrai quoi. Par exemple dans Interstellar, moi quand j'ai vu Interstellar, vraiment je me suis dit c'est génial, c'est super, trop bien. Et ensuite dans ton spoiler, il y a un moment où tu parles mais de détails vraiment anodins, qui paraissent anodins, mais il y a un drone qui vole au début et ça fait quoi 100 ans que les drones auraient dû être rappelés. C'est ça, exactement. Les mecs ils disent ah ouais non mais le drone il vole encore. Genre voilà, les mecs ils avaient un drone qui volait, et ils se sont dit ouais on va fermer l'agence, il est 17h. On va laisser voler le drone et puis comme ça il finira bien chez quelqu'un. Non, ça se passe pas exactement comme ça. Mais ouais, non, c'était absurde. Et cette scène surtout du drone, le plus ridicule c'est quand même vas-y ma fille, joue avec le drone, t'as vu c'est trop super. Et son fils qui est là genre papa je peux jouer avec toi, ta gueule et change le pneu. Enfin, c'est le pire père de l'univers. Ouais, en fait, c'est des ficelles très très grosses de script américain avec il y a toujours la gamine espiègle. Bien sûr. C'est-à-dire la gamine, c'est la gamine Jurassic Park 2 qui fait des pirouettes et qui tape dans les vélociraptors et qui résout toutes les énigmes et qui survit à tout. C'est l'enfant de film américain qui est beaucoup trop intelligent pour son propre bien, qui passe son temps à avoir toujours raison et à faire la morale. Hein. C'est insupportable. En fait, est-ce que c'est un truc auquel tu t'es intéressé à un moment
est-ce que t'as eu envie d'écrire des scripts ou d'aider des gens à écrire des scripts? Alors on m'a déjà envoyé des scripts pour que je passe derrière et je fasse ce qu'on appelle le script doctor, donc j'aille chercher les erreurs dans le script. Et je l'ai fait volontiers. Moi j'aime beaucoup. Alors des fois des gens me l'envoient vraiment en toute bonne foi en me disant voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Et après il y a des gens, c'est vraiment ils me l'envoient et le but du jeu c'est que je leur dise ah là là, même moi je n'arrive à trouver aucun défaut. Sauf que ça se passe pas comme ça et du coup ils sont vexés. J'ai déjà eu des gens très vexés en disant mais ça tient pas, votre truc il est pas bien. Et non. Tu leur écris façon spoiler avec des blagues ou pas? Oui, je mets des blagues dedans. Je leur dis machin il a qu'à faire ça. Là c'est bon, à 17h on va tous au lit, c'est plié, enfin voilà. Comment en fait, moi je vais plus au ciné parce que je pense que j'ai un peu trop lu ton blog et que maintenant à chaque fois que je vais voir un film, je vois ces choses et j'ai plus l'impression d'être surpris. Alors quand j'étais gamin, je voyais des films. Quand t'as pas encore vu 100 blockbusters américains, il y a un peu la surprise oui. et du coup tu les apprécies. Mais comment t'expliques que ce soit toujours les mêmes ficelles aussi grosses et finalement aussi faciles? Je sais que t'étais fan de Game of Thrones en tout cas. Et cette dernière saison, alors que Game of Thrones nous habituait à des surprises en fait. Ça qui était différent, qu'il y a des surprises, on savait jamais qui allait mourir, les choses se tenaient assez bien. La dernière saison, c'est tout le monde a des bottes de 7 lieues, traverse la carte en 2 minutes. Ça fait 3 saisons, c'est à part en sucette les enfants. Mais en fait, c'est facile. Plus ils ont fait intervenir de scénaristes télévisés, télévision, pardon, plus ils ont eu ce genre de choses. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des écoles, ce qui forment et qui leur disent bah voilà, il y a telle ou telle ficelle qu'on peut utiliser. Donc c'est un peu le problème quand on fait de la créativité de groupe, c'est que on finit par avoir des ficelles communes et il y a effectivement beaucoup de ficelles très simples à utiliser. Merci. Sans compter le fait qu'on est soi-même utilisé par ce qu'on voit. Merci à vous. Oui, voilà, on se fait servir en même temps, voilà, parce que on a dit c'est une saison, je mange avec l'audio connard, donc l'audio connard mange à partir de maintenant. Et l'audio connard, je sais pas comment il va faire avec un micro à la main. Comment va-t-il faire? Il va devoir improviser. Tu veux on peut poser 10 minutes, hein? Non, mais il y a pas de souci. On va déjà commencer tranquille. Quoique, allez, vas-y, on pose 10 minutes. Ouais, posons, ouais. Je sais plus ce qu'on disait sur, on devait sûrement, parce que pendant que tu mangeais, tu as mis en évidence des choses que je n'avais même pas vues sur, les derniers épisodes de Game of Thrones. Non, on n'est pas sur Game of Thrones. En fait, on disait que l'écriture, la médiocrité de l'écriture saute aux yeux quand on se rend compte que c'est écrit pour rendre service à ceux qui écrivent, en fait. Et tu me disais que c'est parce qu'il y a des écoles, en fait, c'est ça? C'est ça, c'était le concept de... aux États-Unis, par exemple, il y a des universités donc d'écriture créative. Le problème, c'est quand on apprend tous du même professeur, déjà, on aura des biais, et c'est normal, même si on a sa propre écriture, à côté. Et accessoirement, quand on a les mêmes sources d'inspiration, et c'est normal, les mêmes films, la même culture, et on est quand même un monde très mondialisé, donc on a des références communes. Game of Thrones en fait partie. On est forcément influencé, on va recours aux mêmes ficelles parce qu'elles nous ont plu. Donc c'est aussi pour ça qu'on trouve pas mal de choses. Après, c'est aussi parce qu'il y a carrément pas des générateurs de scripts, mais des cadres, des carcans de script qui existent. Par exemple, un bon film classique, c'est une première partie, on va découvrir le héros qui va souvent gagner ses pouvoirs, s'il en a, en tout cas qui va nous montrer comment il travaille. Voilà, ça va être le personnage fait sa première mission, qui est toujours un succès. Prenez le début d'Inception, même s'il se passe n'importe quoi, c'est pour mettre des éléments en place, mais une intro. Ensuite, on va commencer à glisser d'autres personnages, le méchant. Une première mission qui devrait pas trop, une première aventure qui devrait pas trop mal se passer. Le méchant qui va intervenir. Un moment où tout va être perdu, on pense que tout est perdu, et là il y a la dernière mission où les héros récupèrent tout alors que tout était perdu. En général, c'est là que le monde risque d'exploser. Ouais, mais c'est étonnant que ça... Enfin, je sais pas si c'est étonnant, justement. Moi, je m'étonne du fait que ça fonctionne autant, aussi bien, et finalement, Hollywood a même maintenant arrêté, on dirait, carrément toute création originale, et on a que des remakes, et que des arcs d'histoire de ce genre-là, quoi. Ça fonctionne parce qu'il y a une clientèle, et parce que pour beaucoup de gens, et on sait ce que c'est, on s'assoit au cinéma, on est un cerveau. Est-ce que moi j'ai rien contre ça? Et si c'est bien rythmé, qu'il y a des belles images, combien de gens ont dit ouais bon l'histoire était pourrie mais là c'était spectaculaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui le budget effets spéciaux, enfin voilà, un effet spécial raté, on entend parler durant des jours. Un scénario raté, toute la presse s'en fout. Ouais, notamment Star Wars 7, qui est la copie conforme de Star Wars 4. C'était tellement intelligent. Après nous avons fait du marketing durant 1 an en disant attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va être plus sombre. Qu'est-ce que c'était sombre? Putain, c'était le même. Enfin bon, mais c'est ça. Et le problème, c'est que c'est passé. Beaucoup de gens ont dit ah oui, d'accord, mais c'est du fan service. Oui, mais tu peux faire du fan service sans refaire le même film. Le fan service, c'est ce qui consiste à donner aux gens ce qu'ils attendent, c'est ça? Exactement. C'est
Dans Star Wars, par exemple, le fanservice, ça va être de caser tout ce qui a marqué leur enfance, tel vaisseau, tel véhicule, telle référence à tel personnage, enfin voilà, jouer sur les ficelles de l'univers pour donner aux gens ce qu'ils attendent. Reprendre les anciens acteurs, ce genre de choses. Voilà, tout à fait. Qui Et sont, ça valait tellement le coup. qui sont pas d'ailleurs très utiles. Les personnages sont pas très creusés. Non. Harrison Ford se contente de rajouter une incohérence durant près de 45 minutes de film dans le dernier Star Wars. Quelle est l'incohérence? L'incohérence, c'est qu'ils ont la carte, ils savent où doivent se rendre, et là, ils tombent sur Harrison Ford qui leur dit « Venez, je sais comment on va s'y rendre. D'abord, on va passer chez à la cantina d'une pote. » En fait, il n'y en a pas besoin. Ah oui. Mais s'ils passent pas à la cantina, ils trouvent pas un sabre laser, ils peuvent pas faire certaines scènes, etc. Mais techniquement, ils ont déjà la carte, c'est même la fameuse scène où ils négocient avec BB-8 pour dire « Est-ce que tu peux nous dire où est la base rebelle ?» Et une fois qu'ils ont la base rebelle, ils rencontrent Harrison Ford, alors qu'ils en ont pas besoin. Ouais, bah c'est encore un truc que j'ai raté. Il y a des films qui trouvent parce que je sais que par exemple la série The Wire trouve clémence à tes yeux. Alors forcément, il y a quand même aussi des défauts, mais je suis obligé de le dire. Mais The Wire a un énorme avantage. Pour reprendre Game of Thrones, en fait, vraiment, je distingue deux types de films et de séries. La série ou le film, comment le héros va s'en sortir, et le film et la série, est-ce que le héros va s'en sortir. Le deuxième groupe, c'est très rare. Parce que par exemple, si je regarde une merde comme Dexter, je sais que Dexter, même s'il se fait repérer par 45 personnes en train d'égorger quelqu'un, tous ils vont se cogner la tête à une poutre et devenir amnésiques, enfin, parce que sinon la série s'arrête. Alors que, dans The Wire ou autre, le héros n'est pas un personnage. Le héros c'est la ville, par exemple c'est Baltimore, donc dans The Wire. Et dans Game of Thrones, finalement, le héros c'est effectivement quelque part un peu le trône de fer et les guerres entre maisons, mais il n'y a pas de vrai héros, sauf depuis que la télévision a décidé de s'en emparer et que Jon Snow est devenu une espèce de super-héros invincible. Ouais, ce qui rend le truc finalement beaucoup moins appréciable. Et là dans Game of Thrones, on a vraiment le sentiment qu'ils sont bon allez, hop, on remballe tout, on finit toutes les intrigues d'un coup, vous me fusionnez tout ça. On arrête de faire des complots, c'est trop long, on n'a plus le temps. Maintenant on égorge les gens et c'est parti, donc voilà. Ouais, et dans tout ton boulot, dans tes articles, dans tes bouquins, tu montres vraiment il y a des gros ficelles qui reviennent tout le temps. Par exemple, il y a le syndrome Armageddon. C'est quoi si tu peux en parler? Syndrome Armageddon, c'est la succession des merdes pour faire durer le film. Armageddon, si vous regardez les dernières 45 minutes du film, c'est insupportable. C'est les mecs qui disent bon, alors attention, faut pas qu'on rate l'atterrissage. Oh mon dieu, j'ai raté l'atterrissage. Bon, alors maintenant, faut pas qu'on perde le véhicule. Oh mon dieu, j'ai perdu le véhicule. Bon, maintenant, faut surtout pas qu'on pète la mine. Oh mon dieu, j'ai pété la mine. Enfin, c'est un peu ce que tu reproches à Breaking Bad aussi, non? Ah bah Breaking Bad, c'est... Mais en plus, ils l'ont admis à la fin, donc c'est pour ça que c'était rigolo, parce que je prêchais dans le désert durant des années, et à la fin, des scénaristes à avouer. Le personnage de Jesse devait mourir à l'épisode... Vraiment, dès la première saison. Parce qu'il n'a aucun intérêt, vu qu'il est content de merder. Donc il a aucune raison de travailler avec. Mais en fait, on le fait merder en boucle, parce que sinon le héros est riche, et c'est fini. Le héros aurait pu... Ouais, c'est la nécessité de faire continuer les trucs, qui est du coup forcément une nécessité marketing ou de production, quoi. L'autre ficelle insupportable, qu'on retrouve beaucoup, et Breaking Bad en fait partie, c'est... beaucoup de séries ont ce problème, c'est la multiplication des intrigues secondaires et des personnages dont on n'a rien à foutre. Généralement, par exemple, ça va être genre dans Breaking Bad, c'est bon, mais maintenant, sa belle-sœur, elle est kleptomane. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je veux dire, le mec, il est en train de faire de la drogue et on va te parler maintenant des problèmes dans le couple de sa belle-sœur. Voilà, il y a eu des épisodes où il y avait moins de 10 minutes à l'écran sur l'intrigue principale. Mais il y en a qui vont te dire que c'est pour rendre le truc plus crédible et donner plus de profondeur au script. Ouais, plus crédible et plus de profondeur au script. On dirait presque un GN français quand s'entrecroisent 1 million d'intrigues secondaires au même endroit, 150 sociétés secrètes, parce que ouais, mais sinon il y a pas d'intrigue. Bah si t'en fais une bonne et puis ça va marcher. C'est peut-être qu'il y a pas assez d'histoire, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire que effectivement quand on dit non mais ça va être chiant, bah ok, bah pose-toi la question de pourquoi ça va être chiant. Il y en a un que tu attaques beaucoup, c'est Tarantino aussi. Oui, parce que ça fait des années qu'il fait le même film. Qui lui aussi est considéré comme un des plus grands, si ce n'est le plus grand, et qui fait. Par exemple, j'ai revu il y a très très peu de temps Une nuit en enfer, donc où toute la première partie est faite par Quentin Tarantino, et on retrouve les thèmes chers à Tarantino. Une nuit en enfer, c'est Die Hard? Non, une nuit en enfer, c'est From Dawn to Dusk, From Dusk to Dawn. Donc où grosso modo c'est deux truands qui passent la frontière, qui vont dans un bar, et là effectivement le bar n'est pas exactement ce qu'ils attendent. Sauf que le trailer français montrait exactement ce qu'il y avait dans le bar, ce qui était dommage. Mais en tout cas, pour revenir sur le sujet, on retrouve tout ce qui est cher à lui. Des truands, des costards, des mecs qui vont chercher des burgers et qui ont des discussions improbables, des psychopathes. On pourrait prendre Reservoir Dogs, on pourrait prendre Pulp Fiction, et puis après il nous fait le même film en boucle. Alors je vais faire 5 scènes. Ouais.
5 chapitres, Ouais, c'est tout. avec des tonnes de dialogues sur un sujet de son choix, de préférence le cinéma ou un truc proche du cinéma, des tonnes de fanservice, c'est-à-dire des références au cinéma en boucle, et au bout d'un moment tu te dis mais merde, fais un nouveau film, et surtout un passage de repas ou de dialogue qui est sans fin, et où on sait que ça va finir en fusillade. Du genre la scène du pourboire dans Reservoir Dogs. Mais dans Reservoir Dogs, la scène du pourboire, elle est à peu près maîtrisée. C'est-à-dire que les mecs, ils tapent C'est la un de ses discute durant un premiers moment. aussi, non? Voilà. Ils tapent la discute durant un moment et mais il y a du rythme dans les répliques. Putain, Inglourious Basterds, niveau rythme raté, c'est bon bah vous savez déjà comment la scène va finir, mais je vais la faire durer durant 30 minutes. Bon. Et puis Inglourious Basterds, les rajouts genre Mélanie Laurent et son intrigue. Enfin non, mais vraiment c'était pas la peine. Et il y a un truc, là on parle de tous les blockbusters, il y a un truc que t'as appelé le Bullbuster dans... Ouais, effectivement, c'est le film français. C'est quoi la différence? Bah, il y en a un où tu te fais vraiment chier. C'est-à-dire que le blockbuster, même quand t'es con, tu peux rester devant. Mais un film français où c'est... Alors, moi j'ai une super idée de film français. Ouais. Ça va être sur la crise de la quarantaine. Ah putain, c'est du jamais vu. Oh là là. Ou ça va être sur le racisme. Ah, ou le racisme durant la crise de la quarantaine. Oh là, dis donc, ça commence à être ambitieux. Sinon, c'est un mec qui fait une crise de la quarantaine et part à la campagne avec ses potes. Non. Bon, si en plus on peut en faire une petite comédie, genre il a 40 ans mais il se déguise en Jones, ça sera super. Et on peut mettre Marc Lavoine dedans, en fait. On peut tout mettre. Et on peut mettre Jean-Paul Rouve aussi. Mais comment tu fais, en fait, pour... vu que tu me disais tout à l'heure que t'as parfois aidé des personnes à corriger plus ou moins leur script ou à... C'était des petits trucs. Ouais, je sais bien, mais comment on fait pour s'assurer qu'un truc est cohérent, parce que il y a énormément de choses auxquelles il faut penser, quoi. Alors c'est pas très compliqué. Suffit de se mettre à la place du personnage et se dire est-ce qu'il peut faire mieux, et s'il peut faire mieux, est-ce qu'il aurait une raison de ne pas le faire? Parce que par exemple, dans une scène où quelqu'un panique, c'est normal qu'il prenne pas forcément la meilleure solution. On va pas le punir pour ça. Par contre, le grand méchant qui veut dominer le monde depuis 30 ans, qui fait un plan de merde alors qu'il pouvait la dominer dès la première année avec son pouvoir spécial, c'est, voilà, là on va dire, non, souvent c'est ça, il faut inspecter, c'est ce que je répète souvent sur le blog, c'est quand on donne un pouvoir à un personnage, il risque de s'en servir. Et comme le fameux pouvoir de revenir dans le temps, par exemple. Oui, le pouvoir oui, voilà, qui va créer des tonnes d'incohérences. Bon, il faut se tenir à son univers, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, ce que je recommande vraiment pour ce genre de choses, je pense qu'il y a une manière où n'importe qui pourrait pour pas cher faire vérifier son script, faut faire une partie de jeu de rôle. Tu prends ton script, tu vas chercher des joueurs, et tu leur dis, essayez de défoncer mon intrigue. En général, ils la pètent en 2 secondes. Avec des joueurs de jeu de rôle, tu veux dire? Des joueurs de jeu de rôle, ouais. Parce que les mecs, ils passent leur vie à jouer des personnages et à tenter de pourrir l'intrigue principale en trouvant le moyen d'aller plus vite ou d'être plus efficace. S'ils y arrivent, c'est que l'intrigue est pas mal. C'est un truc avec lequel tu gagnes ta vie maintenant, odieux connard. Parce que je sais que t'as jamais voulu mettre de pub sur le site. Effectivement, je ne gagne pas d'argent avec les vidéos que j'ai faites là, sur le petit théâtre des opérations ou avec le blog Odieux connard. Mais je gagne de l'argent avec les livres que je fais. Moi, mon objectif, c'est de pas faire de pub et que les gens, voilà, si quelqu'un veut acheter le livre, il l'achète pour avoir le livre, pour lire le livre, mais pas ou pour me soutenir, mais qui est pas. En fait, il y a un côté pervers de la publicité, c'est si je touche de l'argent à partir de la publicité, je vais tenter de faire des choses qui accrochent le maximum de vues. Et à la fin, je dirais par faire c'est cette incohérence que vous n'avez jamais vue. La 6e va vraiment vous surprendre. Bon, voilà. Ouais, c'est un peu le problème des films, tout le monde fait. C'est que vu que tu commences à toucher de l'argent pour des trucs qui marchent, tu veux faire plus de trucs qui marchent. À mon avis, voilà. Non, mais il y a une question d'argent. C'est pour ça qu'il faut... Parce que par exemple, pour le Star Wars 7, oui. On a tous envie qu'il fasse quelque chose de nouveau, de différent, de risqué. Mais sauf que les studios le prennent peut-être en lui disant ça. Sauf qu'ils lui disent, bon, maintenant t'es gentil, mais Disney a acheté Star Wars X milliards. Faut qu'on rentabilise sur X films. Mais ils auraient pu, même sans prendre beaucoup de risques, mais juste faire une histoire différente. Ça aurait pas été, je demande pas grand chose. Moi, je demande un film différent du précédent, enfin, pas un copier-coller. Mais surtout que c'est la troisième fois qu'ils font le copier-coller, vu que déjà dans le Retour du Jedi, il y avait déjà l'étoile noire. Et puis les scénaristes qui ont fait des choses qui marchaient, ils en ont eu. Ils ont fait quand même tout l'univers étendu Star Wars. Il y a eu des jeux vidéo Star Wars avec des intrigues qui des fois n'étaient pas bêtes. Donc ils auraient juste pu récupérer des trucs éventuellement à droite et à gauche et se faire quelque chose, mais à peu de frais. Mais non, ils ont dit les mecs, on va vraiment juste faire de la merde. Et les gens ont fait c'était trop bien. Mais il y a la théorie comme quoi le premier était du fan service pour qu'ensuite ils puissent faire autre chose. T'as sûrement entendu ça aussi. Ouais, non. Ouais. Non. En fait, quand tu commences à chercher, ça c'est un truc que tu dis souvent, quand tu commences à chercher trop d'excuses au script ou à ce que les gens ont fait, c'est que c'est pas bon signe. Voilà, exactement. Les gens qui vous disent non mais en fait tout se tient depuis le début, c'est comme la théorie du complot. En prenant des éléments que personne ne peut vérifier, on a forcément raison. Ouais. Et comment tu fais du coup pour là je suis content, je te capte entre deux pendant un de tes voyages sur Paris. Comment tu fais pour parce que donc tu fais d'autres choses dans ta vie.
T'es consultant, je crois. Alors, je suis consultant, justement, je suis en train d'arrêter pour ne plus faire que de l'écriture à plein temps. Mais consultant, donc c'est voleur, bien inscrit à l'URSSAF, faut le dire. Donc, je vais chez les gens qui n'ont pas de problème, je leur en trouve. Et je m'occupe des problèmes en question. Donc, quelque part, je suis un peu une sorte de pompier pyromane. Mais non, voilà, donc c'est ce que j'ai longtemps fait à côté. J'enseigne dans des filières, justement, liées à tout ce qui est digital, numérique, où je parle beaucoup, justement, d'écriture numérique. Donc c'est toujours intéressant de dire bonjour, je suis le dieu connard à ses élèves. C'est un concept qui plaît. Mais voilà, aujourd'hui, j'écris. C'est quoi ton mode de vie? Enfin, comment t'es organisé? Alors j'ai un mode de vie particulier, c'est que comme j'essaie de vivre confortablement, c'est-à-dire que je pourrais gagner beaucoup plus d'argent en y allant comme un fou tous les jours, comme en consultant ou autre, enfin aller chercher du client. Quand j'ai ce qu'il me faut, que j'estime que j'ai ce qu'il faut pour vivre confortablement, donc j'ai ma notion de confort personnel qui est correcte. J'estime que c'est bien, du coup il y a du temps, parce que le temps ça coûte de l'argent quelque part. Si je peux pas faire ce que je veux de mes journées, j'ai un problème. Donc ce que je fais, c'est que généralement une journée de du connard, ça consiste, une semaine de du connard, j'ai déjà une journée réservée au blog. Un jour par semaine réservé au blog, ça bouge pas ça. Obligatoire. Même si je fais pas forcément un article par semaine, une fois par semaine, je m'occupe un peu du blog. Ou de préparer les prochaines vidéos, enfin je m'occupe de la partie du connard. Les autres jours j'écris, mais à quoi ça ressemble mes journées? C'est je me lève, je me dis est-ce que j'ai envie d'écrire? Généralement non. Donc je fais autre chose, je fais de l'administratif, enfin tout ce qu'on connaît tous dans nos vies, tout à fait fascinant. Je file ça à Diego en disant vas-y Diego, va bosser un peu. Et ensuite je glande, je profite, je vais voir des potes, je fais ma vie. Et t'as fini par écrire dans cette journée ou pas encore? Non, et en fait voilà, et après vers 23h, après avoir joué en ligne avec des potes à des jeux de stratégie où évidemment je joue le fasciste de service, je fais bon allez, il est temps d'aller bosser. Et donc là, j'écris de nuit. Mais la nuit, je suis super productif. Donc j'arrive à tenir mes délais assez facilement. Tu te couches, tu es du genre à coucher à 4h du mat. Voilà. Là, je me dis, là, c'est le moment. Mais c'est pareil, des fois en pleine journée, je me dis, oh, là, c'est le moment. Alors ça paraît ridicule, ça fait genre, artiste me dit, oui, vous savez, moi j'ai des moments d'inspiration. C'est pas vrai, c'est juste comme quand on est étudiant. Il y a des moments où on sait qu'on est bien pour réviser là. Voilà, c'est pas de l'inspiration ou autre, c'est juste que c'est le moment. Et ça marche bien. Le but, c'est pas de travailler trop dans la journée, c'est de travailler des heures productives. Ouais, parce que tu peux pas être productif plus de X heures dans la journée, quoi. C'est non, clairement pas. Et puis en plus... Toi, c'est quoi que tu considères une bonne journée, une journée réussie, disons, à ce niveau-là? C'est 4 heures de boulot. 4 heures de boulot? 4 heures de boulot, c'est une journée réussie. Ça veut dire, par exemple, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, 2 heures le soir. Mais je suis aussi productif en travaillant 7 heures dans un bureau, en faisant un peu de Facebook à droite, un peu de Twitter à gauche, en allant glander ici, regarder des vidéos discrètement, taper la discussion avec les autres avec la cafette, enfin... Voilà. La seule question que je me pose, c'est est-ce que je respecte mes délais? En général, j'ai la chance, et c'est pour ça que je peux aujourd'hui vivre de mon écriture, c'est que quand on me donne des délais, généralement je rentre bien avant. Ah ouais? Les éditeurs sont contents. T'es pas du genre à attendre jusqu'à la deadline. Tout à l'heure, tu disais que t'étais un peu procrastinateur. Ouais, mais en fait, sur plein de choses, voilà, genre les gros projets, je me dis, faut que je le fasse. Là, par exemple, j'ai une idée de livre, je me suis dit, je vais l'écrire cet été. En fait, j'ai géré plein de trucs à côté, j'ai repoussé, je finirai par le faire. Mais voilà. Par contre, sur tout ce qui est deadline, quand on me file un délai, j'aime être professionnel. Et chose amusante d'ailleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à avoir des clients facilement et à vivre en étant indépendant, parce que c'est une question, il y a plein de gens qui veulent en être indépendant. Suffit juste d'être à l'heure. Et c'est marrant, mais de plus en plus, j'ai beaucoup de clients qui me disent, on est content parce qu'on a du mal à trouver des gens qui rendent à l'heure. Donc ça me rend un peu fou. Ça, c'est mon côté ancien patron. Non, il y a des obligations pour tout le monde, donc on s'y met. Moi, c'est mon ancien associé qui était vachement comme ça, on rend à l'heure, c'est-à-dire que si on a dit qu'on rendait le 23 décembre, on va rendre le 23 décembre avant minuit, quoi qu'il arrive. Moi, j'étais plus du genre à dire, ouais, non, viens, on rend le 24 décembre, et non, et ça partait à 23h59, voilà. Mais les mecs étaient hyper contents. Voilà. Alors, tout le monde me dit que c'est pour le 23, c'est rendu le 13, voire le 3, et je dis, bon, voilà, les gars, maintenant. Quand ça te prend combien de temps de... Alors, j'avais une autre question juste avant que j'oublie. C'est tu me dis, je réserve une journée quoi qu'il arrive par semaine à Audio Connard. C'est important. Ouais, je veux bien. C'est important pour toi d'avoir la journée entière dédiée à ça? Oui, parce qu'en fait, quand on a des journées coupées, c'est assez difficile. Enfin, on connaît tous ça, genre un rendez-vous au milieu de l'après-midi, se lancer dans une grande tâche. Finalement, on fout rien. Donc, ouais. Donc j'aime bien avoir un truc où je me dis voilà, aujourd'hui je vais m'occuper de ça, je vais regarder ce que j'ai à faire, même si je suis pas ultra productif sur la journée, en tout cas je sais que j'ai avancé, que voilà. Il y a une attente, c'est comme une deadline, donc j'ai ma deadline en me disant faut que j'ai posté au moins tous les 10 à 14 jours.
Donc je m'y force. C'était un objectif de vie un peu pour toi d'arriver à vivre de l'écriture depuis longtemps, ou c'est quelque chose Pas qui est du venu tout. naturellement Pas du tout. Alors pour l'anecdote, la question de mon parcours, moi à l'origine je suis diplômé du secteur culturel. Si les choses s'étaient passées autrement, j'aurais fini dans un conservatoire ou dans un musée à faire des trucs de collection, de l'administratif, de la conservation, ce genre de choses. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et aujourd'hui, ce que je fais, j'ai pas à me plaindre. Donc, il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire ça. Donc, je me contente de leur faire des doigts depuis mon piédestal, bien évidemment, pour respecter mon pseudonyme. Mais plus sérieusement, non, j'aurais pas dû faire ça. Donc, j'avais jamais pensé que je ferais ça. Durant des années, je n'ai pas écrit. Vraiment, quand j'ai eu fini mes années collège et leurs jolies rédactions et autres, j'écrivais pas, je faisais pas de trucs spécifiques. Donc il y a pas le storytelling de je suis passionné d'écriture depuis que je suis enfant, j'ai Non. toujours rêvé d'écrire. Non, c'est ça. C'est pour ça que des fois on me dit allez-y racontez-nous, mais en fait c'est pas palpitant, c'est un beau matin je m'y suis mis et puis voilà. Non, j'insiste. Non, mais ça c'est hyper intéressant parce que je pense que c'est beaucoup plus souvent comme ça que comme dans les films. Oui, avec le passionné qui fait son truc. Non, on est bien d'accord. Mais je crois vraiment justement que ce qui aide à la création, et aujourd'hui Internet le prouve, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont pas du tout du milieu, qui font des trucs super, ou en tout cas qui vont sur des trucs qui les passionnent. Le joueur du grenier, il a pas fait des études de jeux vidéo, et pourtant voilà, il a un truc à succès. Pour d'excellentes raisons d'ailleurs. Nota Bene, qui parle d'histoire, c'est pareil, à l'origine il est pas diplômé en histoire, Nota Bene, mais il va parler d'histoire. Et comme pour les scénarios, en fait, quelqu'un qui vient d'un milieu extérieur apporte quelque chose de frais. Dans une entreprise, donc moi j'ai des alternants dans l'université où j'enseigne, enfin dans les universités où j'enseigne. À chaque fois je dis, mais ce qui est bien, et moi quand j'étais patron c'était la règle, un alternant ou un stagiaire, plutôt que de le mépriser, c'est quelqu'un qui arrive avec un point de vue extérieur. Le problème c'est qu'au bout d'un mois, il va être comme nous, il aura la tête dans le guidon. Et donc il va perdre de vue certaines choses. Mais il faut vraiment faire confiance aux gens de l'extérieur. Parce que même si on n'est pas d'accord, au moins ils vont apporter une réflexion ou quelque chose. Est-ce que ça décrédibilise pas un peu les études dans un sens, le fait que les gens qui ont, comme s'il y avait plein de bouchons dans plein d'industries, tu vois, le cinéma, mais devenir comique, enfin ce genre de choses. Oui, voilà. Et on dit non, tu peux pas parce que t'as pas fait les études de cinéma, t'as jamais appris à écrire un script, alors qu'en fait on se rend compte avec Internet que les gens font un travail presque aussi bien, si ce n'est mieux, quoi. Mais très, très clairement, en fait, Internet a vachement changé la donne niveau boulot et économie. On peut prendre le cinéma, on peut prendre l'écriture. Hein. Est-ce que j'écrirais aujourd'hui si j'avais pas un blog avec déjà des lecteurs? Quand on va voir un éditeur, ça change beaucoup de choses. Donc c'est très important. Et comme aujourd'hui avec Internet, on peut se risquer devant un public sans intermédiaire, pour beaucoup de professionnels, plutôt que d'y avoir quelqu'un qui vous dit moi j'ai un diplôme, bah oui mais il y a 15 mecs qui ont un diplôme et faire la différence entre eux, surtout vu aujourd'hui certaines études et certains diplômes, enfin moi j'ai du mal à faire la différence dans des recrutements entre A et B. Bon, alors que quelqu'un qui arrive et qui dit voilà mon portfolio, c'est comme engager un graphiste qui amène ses œuvres, on dit bah voilà, je sais ce que tu sais faire et ça me plaît. Ouais, donc l'important c'est de faire, quoi. Ouais, très clairement. Aujourd'hui, il faut du concret. Quand moi je travaille avec mes élèves, c'est allez-y, il faut que vous ayez un site, il faut que vous ayez quelque chose. Même c'est pas très visité, mais un endroit où on peut voir facilement ce que vous savez faire. Pouvoir faire une démonstration en direct chez le client, voilà. Si demain quelqu'un va être spécialiste du SEO et qui va faire d'embauche, faut pas dire oui, je connais bien le SEO. Faut qu'il tourne l'écran du mec et qu'il lui montre directement son site web et qu'il dise ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais, parce que moi, je rencontre pas mal de gens qui me disent par exemple qu'ils veulent faire quelque chose. Par exemple, j'aimerais devenir, je sais pas, community manager et du coup je vais aller faire des études une formation, alors qu'en fait il suffit peut-être de prendre Twitter et de faire un bon compte Twitter qui fait marrer les gens Bien sûr. Non mais et ce sera beaucoup plus différenciant, quoi. Complètement. Sauf que moi le pire community manager que j'ai jamais eu sortait d'études de community management. Ouais. C'était le seul. Donc quelque part j'ai été un peu attristé. Ça veut pas dire qu'il faut mépriser toutes ces études, mais ça veut dire que vraiment on a besoin de concret. Et à l'heure où on peut le faire et le montrer, ne pas en avoir, c'est un peu regrettable, quoi. Toi, t'as été professeur d'histoire géo. Ouais. C'est parce que t'étais passionné d'histoire que tu t'es lancé là-dedans. Bah oui. En fait, que j'étais passionné d'histoire et qu'en sortant de mes études, je me suis dit bon faut bosser quand même. Et je vous passe les détails, mon cher, mais je suis rentré dans l'éducation nationale par accident, on va dire. C'est vraiment, je suis rentré dans un bureau pour accompagner une amie, il manquait de personnel. Et ils ont fait, vous là, est-ce que vous avez un diplôme? Oui. Est-ce que ça vous intéresse? Allez, c'est parti. Donc vraiment, c'est par accident, j'ai même pas eu à faire de lettres ou quoi que ce soit. Et donc ouais, l'histoire. Mais après effectivement, donc j'ai fait prof d'histoire géo en lycée, un petit peu en collège.
Et l'occasion donc de devenir cynique et de faire du one-man show, parce que, comme je le dis souvent, et j'aime me prendre comme référence, bien évidemment, être prof, c'est un one-man show, le public n'a pas le droit de sortir, donc c'est parfait pour répéter. Ouais. T'en as gardé quel ressenti de cette expérience en tant que prof dans les collèges, lycées? C'est qu'il faut brûler l'éducation nationale, hein. Voilà, en entier, et commencer à refaire quelque chose. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, regardez chaque année le bac. Bon, c'est une vaste blague. On donne les résultats minimum du bac avant que le bac soit passé. On dit on veut emmener toute une génération au bac, mais non, il faut pas. Au contraire, faut peut-être revaloriser d'autres types de diplômes, d'autres types de profils, parce qu'on n'emmènera pas tout le monde, et que le fil à tout le monde, bah, ça dévalorise aussi le truc. Mais comme il n'a jamais eu de valeur, à part sanctionner la fin des études secondaires, quand aujourd'hui on me dit oui j'ai le bac, très bien, écrivez-moi un texte, et qu'il y a 15 fautes dedans, ah bah oui, mais aujourd'hui on donne le bac à des gens qui savent pas écrire le français. Ah, mais des gens, je veux dire encore, ce seraient des gens qui viennent de l'étranger, qui ont passé le bac, etc. Je comprendrais. Mais non, c'est des gens qui sont nés en France, qui ont vécu 18 ans en France, qui ont fait toute leur éducation en France, des fois dans très bonnes écoles, mais qui écrivent mal. Et ils sont diplômés. Et là, je fais, ah ouais, c'est bien. Donc ça sert à rien. On est là pour faire bachoter. On n'apprend pas à comprendre, on apprend à apprendre. Tu veux dire qu'il faudrait, en plus d'apprendre à comprendre, c'est ça? Bah, moi, je suis un grand partisan de la compréhension avant le par cœur. Parce que oui, ce dont tu parles, c'est qu'on apprend à apprendre par cœur, en fait. Voilà, c'est ça. On apprend à bachoter. Ouais. C'est pour ça que, mis devant une situation concrète, c'est un peu difficile. Et c'est aussi pour ça que c'est appréciable durant les études supérieures. On a tous souvent connu au moins un enseignant qui nous faisait des choses concrètes. On disait merde, ça nous change un peu la vie. Alors que réviser des définitions, c'est bien, mais le jour où j'ai besoin de la définition, aujourd'hui, ou qui illustre même. Moi, je sais que je me suis quand même beaucoup fait chier pendant mes études au collège et au lycée, mais parfois il y a quelqu'un qui arrive et qui brille parce qu'il fait les choses un peu différemment. Et notamment, à la fin de mon lycée où j'étais complètement perdu, crise d'adolescence, je veux être rocker, etc. J'ai eu un super prof d'histoire. Et ce qu'il faisait, en fait, c'est la seule différence, c'est qu'au lieu de lire le bouquin ou de nous demander d'apprendre des choses par cœur, il nous racontait des histoires. Ce qui paraît à peu près évident puisque c'est de l'histoire. Oui, mais c'est vrai, mais ça passe beaucoup mieux parce que les anecdotes, la manière de faire, ça compte énormément. Et effectivement le côté anecdote quand on raconte l'histoire, voilà, bon, on pourra parler de ce que je fais à côté, mais c'est vachement important et beaucoup de gens le retiennent. Je me suis aperçu que mes élèves, par exemple, pour prendre un exemple tout bête, à l'époque où j'enseignais, le premier Assassin's Creed était sorti depuis pas si longtemps que ça. Et donc avec mes classes de seconde, Assassin's Creed étant un jeu vidéo. Tout à fait. Très très mal écrit. Entre autres. Mais, et alors là, attention, parce que malgré toutes les erreurs, j'avais une classe, c'était les élèves qui avaient été renvoyés de tous les autres établissements de leur département réunis en une seule classe. Donc autrement dit, on rigolait bien quand on arrivait là. Bon, ils se foutaient de tout, mais il y avait un truc qu'ils maîtrisaient, c'était les croisades. Et pourquoi? Bah parce que Assassin's Creed. Alors oui, il y avait des fautes dedans, et des fautes énormes. Mais malgré tout, ils avaient énormément de connaissances. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même des choses à faire avec ça. Il faut pas tout balancer. Moi je disais mal écrit, c'est plus au niveau du script et du fait que... Ah non, oui, il y a du personnage qui est débile. Voilà, c'est ça. Non. Quand il égorge un mec qui dit ah mes frères qui sont situés au 3 rue du Petit Lapin oui. T'attendent et j'aime les kebabs, et que lui il se relève en disant il aime les kebabs, c'est un indice. Voilà, il va passer tout le jeu à faire autre chose. Assassin's Creed 3 d'ailleurs, rappelons, est à brûler. Et mais du coup, ouais, ce que tu dis c'est intéressant parce que même si et ça peut on peut faire un parallèle avec le cinéma, même si le script est nul et mal écrit, finalement s'il y a véracité dans les faits, ou ça peut permettre aux gens de s'intéresser à des thèmes auxquels ils seraient pas intéressés sinon. On peut toujours tirer quelque chose de bénéfique de quoi que ce soit. Donc voilà. Là je parlais vraiment parce que le vecteur jeu vidéo justement a été assez décrié ces dernières années sur oh là là, c'est pas bien. Bon, pourquoi pas. Mais sur le cinéma, c'est pareil, on peut intéresser les gens à un sujet. Je vais prendre un exemple tout bête, Titanic. Titanic, avant la sortie de Titanic, c'était un drame avec des chiffres et une date. Et en fait, tout le monde s'en foutait de Titanic. James Cameron, à l'origine, il y a 2 films qu'il a fait sur des plongées sur bateau. Il a fait Expédition Bismarck, qui n'est pas connu, et Titanic. Expédition Bismarck, c'est un documentaire, et ça a marché. Ça a pas fait un gros truc, c'était pour la télévision en plus. Alors que Titanic, en fait, il a juste pris une histoire, tout ce qu'il y a de plus classique, et il l'a mis sur un événement historique. Mais on a eu des millions de gens passionnés par l'histoire de Titanic parce qu'on leur a fait connaître comme ça. Oui, le film est pourri, je peux vous cracher dessus quand vous voulez, tant que vous voulez, mais malgré tout, c'est la question du est-ce qu'on arrive à intéresser les gens à la fin. Là, c'était pas l'objectif, c'était de faire du fric, hein. Mais en tout cas, je retiens quand même que la manière de raconter les choses ou d'aborder un sujet, ça joue énormément. Tu crois qu'il y a une manière de peut-être moderniser la manière dont la façon dont on enseigne les choses? Tiens, voilà une question pour l'odieux connard. Si t'étais tu parles plus de politique dans ton dernier bouquin. Si t'étais en charge, qu'est-ce que tu
qu'est-ce que tu ferais en fait? Alors déjà, non mais une chose quoi. Je ferais fusiller tous les pédagogues. Ça serait déjà la première réforme, c'est important. Non mais faudrait vraiment commencer par l'éducation, hein, parce que on va être franc, aujourd'hui on peut déjà réformer, ça va être compliqué. Mais si on veut faire quoi que ce soit, si on n'a pas des gens éduqués, c'est pas la peine. C'est ce que je disais, pour prendre un exemple tout bête, on est à Paris, les rues sont dégueu, on demande à des gens pas capables de tenir des rues propres de tenir la démocratie propre. Donc c'est un peu compliqué quoi. Et pareil, aujourd'hui, à l'heure d'Internet, on a vraiment besoin de gens avec de l'esprit critique, apprendre à vérifier des sources, à reconnaître quand il y a quand même un truc un peu. Tant qu'on n'aura pas ça, on peut pas faire grand chose. Donc après. Et dans l'éducation, dans l'enseignement, c'est quoi un peu le fruit le plus bas selon toi, si tu vois ce que je veux dire? La première chose. Ouais, le truc le plus facile à faire, quoi, facile. Non, mais on dit le quick win, mais ça marche pas souvent comme ça, je sais. Non. Enfin, alors je saurais pas dire s'il y a un truc vraiment beaucoup plus facile avec lequel on pourrait commencer, à part fusiller les pédagogues. Mais cela dit, il y a un truc qui est bête, hein, c'est que durant des décennies, on a su faire apprendre à des enfants à lire et écrire correctement. On pourrait peut-être commencer par revenir à ça. Pourquoi ça marche plus, hein? Parce que derrière on s'est dit non mais l'enfant et tout il se sent opprimé quand il écrit mal, alors attends, souvenez-vous de la méthode globale, braves gens, où on a dit non mais on avait une bonne méthode, les gens ils apprenaient à lire, on va la changer, mais pourquoi elle marche? Non mais on a un truc encore mieux, et ça marchait plus. Donc je suis pas traditionnaliste, mais il y a un côté scientifique, c'est si on a un truc qui marche et un truc qui marche pas, on peut revenir au truc qui marche. Sauf que pour beaucoup de gens, si on revient en arrière, non, le retour en arrière c'est pas possible, c'est pas du progrès. C'est oui, non. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on en est à des observations débiles, comme sur les pays du Nord, ils ont des méthodes, elles marchent super bien. C'est vrai, parce qu'entre autres, les premières années, ils ont 7 élèves par classe. Alors tu peux faire ce que tu veux, hein. Ils ont pas de notes. Oui, tu peux retirer les notes, mais quand t'as que 7 élèves, t'en as pas besoin. Tu sais où ils en sont, les 7. Tu peux les suivre en direct. Et là, c'est juste, retirer les notes. Et ça revient chaque année, c'est un serpent de mer. Parce que les gens ne prennent qu'une donnée dans l'équation, plutôt que se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Toi, t'as plus envie d'enseigner dans ce genre d'environnement? Là, tu m'as dit que t'enseignais plutôt sur des choses liées au numérique, etc. Voilà. Puis avec des grands. Bon, le lycée, c'est déjà des grands. On peut rigoler et faire des blagues nazis, c'est important. Mais là, en fac, on est vraiment sur du concret. C'est-à-dire que je les fais pas bachoter. Et pour être tout à fait clair, je suis sur du numérique. Donc, par exemple, quand je leur fais des examens, évidemment qu'ils ont le droit au cours. Je veux dire, si demain, je les lâche dans une société, ils ont Google. Google répondra à leurs questions. C'est une absurdité. Et moi, dans mes études, la grande majorité des examens, on n'avait pas le droit au cours. Et en fait, c'est vraiment une absurdité, parce que les examens où tu as le droit au cours sont presque plus difficiles. Oui. C'est pas le fait d'avoir le cours qui est important, c'est le fait d'arriver à réfléchir. Exactement. Et justement, j'ai pu, là, depuis quelques années que j'ai cette méthode, j'ai pu constater que, en fait, ceux qui ont les moins bonnes notes, c'est ceux qui collent le plus au cours. Parce que s'ils y collent, c'est qu'ils l'ont pas compris, ils se contentent de me balancer des définitions et autres. Et en fait, ils répondent pas à la question que je leur pose. Qui est pourtant pas compliqué, c'est aider un tel à faire ça, et ils se contentent de dire, cher client, savais-tu que le SEO consiste à... Non, mais oui, il s'en fout, il veut savoir ce qu'il doit faire. Donc c'est l'application, c'est le concret. C'est une activité que tu trouves gratifiante, toi, l'enseignement? Oui. Quand on se rend utile, oui. Après, effectivement, ça dépend où, parce que j'ai quitté l'éducation nationale à l'origine en tant que prof lycée-collège à cause de ça, parce que je trouvais pas ça gratifiant. Quand à la fin, on me dit juste filez-leur le bac, faites semblant de pas avoir vu les tricheurs et autres. Enfin, ça arrive, hein, de pas. On te dit ça? Oui, moi j'ai eu des consignes pour ne pas voir les tricheurs au bac, parce que ça emmerdait un ministre. C'est vrai? Oui. Et c'est à moins d'avoir 115 preuves qui prouvent que le gamin a triché. Même si vous le voyez, faut faire semblant de rien, parce qu'il y a des procès derrière, il y a des histoires. Donc en fait, les enseignants sont pas très soutenus. Non, oui et non, je veux dire, alors voilà, je vais dire un truc qui va peut-être choquer les enseignants qui jusqu'ici pensaient que j'étais dans leur camp. Franchement, en France, on a des putains de bonnes conditions pour enseigner. Pas en termes de nombre d'élèves, mais en termes de, on a quand même des vacances toutes les 6 semaines, par 2 semaines, 2 mois de vacances au milieu. Alors oui, on n'est pas forcément très bien payé par rapport à d'autres pays, mais on travaille pas non plus la même quantité d'heures. Et en plus, on dit, mais attends, il y a les préparations de cours. Bien sûr. Sinon, t'as un livre, hein. Dedans, il y a le cours. Mais moi, j'aime pas travailler avec le livre. Putain, mais c'est ton problème. Tu vas sur un chantier planter des clous. On te file un marteau, tu dis, moi, j'utilise ma main. Tu mettras plus longtemps, hein, c'est sûr. Mais si, après un bac plus 5, on n'est pas foutu de savoir utiliser un livre pour faire un cours, comme ça se fait ailleurs en Europe, justement, il y a peut-être un problème. Donc là-dessus, après, il y a des cours qui sont plus difficiles que d'autres. Je pense aux cours de langue, où un professeur va plus souvent chercher à prendre des sujets vivants, à parler d'actualité, à faire ce genre de choses. Donc ça va demander plus de préparation. Mais moi, en histoire géo ou dans les sciences, elles changent pas toutes les 4 matins, les sciences, hein. Pareil pour l'histoire. On la réécrit pas tous les 4 matins. Même si en ce moment, on en parle. Bon. Mais c'est pour ça. Ouais. En ce moment, j'avais des semaines super cool quand j'étais prof. J'ai jamais aussi peu bossé.
Maintenant, finalement, tu bosses beaucoup plus qu'avant. Je bosse plus, voilà, qu'en étant prof. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que parfois, parce que là tu commences à être, on disait la 8e année de Dieu Connard, Ouais. ou est-ce que parfois tu t'ennuies de ce que tu fais? Est-ce que t'as des moments difficiles où tu te dis, ah, j'en ai marre de Dieu Connard, ou alors ce que j'ai fait c'est pas aussi bien, ou... Oui et non, j'en ai pas marre de Dieu Connard, parce que moi je me marre à le faire. Je sais qu'il y a des gens qui disent ah, Dieu Connard c'est lassant, parce que finalement il fait toujours le même spoiler. Mais oui, parce que je vois toujours le même film en fait, à peu de choses près, donc c'est... Non, alors il y a un truc nouveau que t'as fait que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est le spoiler du livre 50 Shades of Grey. Oh putain, oui. Donc il reste encore un chapitre. D'ailleurs, faut que je m'en occupe parce que ça fera bientôt 1 an que je l'ai commencé. Ah oui. Voilà, Ouais. donc il y a je crois que c'est le 11e et dernier épisode que je dois écrire, les 55 dernières pages. Ah. Donc oui, mais j'essaie de varier. Les premières années, j'essaie de créer une nouvelle catégorie par an. Mais par exemple, il y a des catégories que j'aime beaucoup où j'ai pas trouvé de vrais sujets qui me motivent, comme Oh le beau site. Ça fait un bon que j'en ai pas fait un et critiquer un site web. Pourtant, ça me fait bien plaisir. Donc non, j'essaie de varier et moi je me marre à le faire. Il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui arrivent, mais c'est le jeu quoi. Donc Il y a des trucs que tu publies pas, où tu te dis non, c'est pas assez bien. ça m'est déjà arrivé de faire un article et de dire non, c'est pas assez bien, je l'efface. Comment tu sais si c'est bien, toi? Je ne le sais pas. Par exemple, je ne rigole pas à mes propres blagues. Et c'est pour ça que c'est toujours très étrange. Parce que des fois, je fais un spoiler, je dis, oh putain, cette blague, j'étais inspiré. Putain, tout le monde s'en fout. Et puis, acter un truc débile, c'est repris partout. Ils disent, ah, c'est trop drôle. Et je me dis, bon, effectivement. Donc ça se trouve, je dois être drôle un peu par hasard. Ouais, ça me parle ce que tu dis, parce que avec ce podcast, parfois j'ai l'impression d'avoir complètement raté une interview, que c'est vraiment nul à chier. Et alors là, vraiment, plein de gens viennent me dire c'était la meilleure, qu'est-ce que c'était bien. Et quand je sors, je me dis oh, c'était vraiment génial. Aucune réaction. Le calme voilà. plat. Voilà. T'as quelle relation avec les gens qui te lisent finalement? Tu les rencontres beaucoup, tu les écoutes beaucoup, ou est-ce que t'es un peu... Non, déjà, j'ai une boîte mail où j'ai régulièrement des gens qui m'écrivent pour discuter, donc je réponds à tous les mails, bon, sauf les démarches publicitaires pourries, malgré tout les gens insistent. Mais en général, non, j'essaie de discuter. En dédicace, ça m'emmerde toujours parce que j'ai pas le temps de discuter avec tout le monde, donc c'est un peu emmerdant. Mais j'essaie toujours de prendre 1 ou 2 minutes si la personne fait un métier qui me parle un peu, on échange quelques mots. Donc non, au contraire, c'est sympa de voir un petit peu qui nous lit. Pour prendre des exemples, j'ai à la fois des députés, j'ai eu des députés qui me lisaient, qui sont venus à des soirées. J'ai eu des attachés parlementaires de l'extrême gauche comme de l'extrême droite. J'ai eu vraiment des gens de tous les partis venus et qui tous au départ disent allez quand même. Vous êtes un peu d'accord avec moi, non? Et c'est très marrant parce que les gens font des projections et on se dit mais bon, à part la personne d'extrême droite qui disait non, moi ça va, j'arrive à voir régulièrement qu'on n'est pas d'accord. Mais c'est bien parce que ça crée du débat et ça m'intéresse. Parce que sans débat, je sais que je vais tomber dans les mêmes être persuadé que j'ai raison sur tout et c'est pas bon. Ce qui est un peu une de tes tendances naturelles. Ce qui est un peu à tendance naturelle, et c'est pour ça que quand il y a des gens qui me disent ah t'as vu, moi je regardais toutes les vidéos de tel mec et il a raison. Oui, c'est vrai, mais c'est normal parce que quand tu regardes les vidéos d'un seul mec, dans un univers qu'il maîtrise, il va pas s'amener sa propre contradiction. Donc évidemment qu'il aura raison. Est-ce que parfois t'en as marre de Dieu Connard et t'as envie d'arrêter? Non, jamais. Au contraire, moi ça me fait bien rire. Des fois je souffle en me disant oh non, ça fait déjà 10 jours que j'ai pas écrit, il faut que je me bouge le cul et j'ai pas d'idée et des fois ça m'arrive. Alors je finis par en trouver une où il y a un sujet qui me tombe tout cuit dans le bec, enfin il se passe des choses. Mais non, j'en ai jamais eu marre. On m'a souvent demandé est-ce que tu penses que le blog s'arrêtera un jour? Alors oui, il faudra bien parce que je ne suis pas éternel. Mais peut-être qu'un jour je dirais stop, mais là en 8 ans, j'ai jamais eu envie aujourd'hui, j'ai un rythme de croisière qui fonctionne, j'ai un lectorat avec qui ça se passe bien, j'essaie de nouvelles choses qui fonctionnent très bien, donc j'ai vraiment pas à me plaindre. Est-ce que en ce moment j'ai l'impression que tu parles de plus en plus de politique, mais peut-être que je me trompe? Oh non, ça j'en ai toujours fait un peu au début du blog, beaucoup moins. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas de pub sur le blog. C'est que voilà, là-dessus je peux être un peu polémiste sans trop de problèmes. Après j'ai des positions qui me paraissent tellement bateaux de dire non mais là les deux camps ils ont tort. Et ça me paraît bateau et pourtant j'arrive pas à le trouver dans la presse et ça m'ennuie. Tu veux dire que la presse va toujours trouver un blanc et un noir, un vainqueur, un perdant? Voilà. Et souvent, voilà, on m'a dit, mais attends, t'as critiqué mon camp, donc
t'es dans le camp d'en face. Ouais, mais non, j'ai critiqué aussi le camp d'en face. Le fameux si vous ne dénoncez pas complètement ce camp, vous êtes avec eux. Voilà. Le fameux vous êtes un nazi si vous trouvez que le type. Ouais. Voilà. Là, par exemple, pour reprendre dernièrement la question des États-Unis, là, avec les démontages de statues et les manifestations d'extrême droite, je dis voilà, là, les deux camps, je suis pas d'accord avec eux. Bon, sauf que il y a un des camps qui a roulé sur personne en bagnole. Hein. Par contre, ça reste un camp qui tabasse des gens à coups de batte dans la rue, donc ça me pose aussi problème. Mais voilà, j'ai un souci avec les deux camps sur et où la manière de faire. Et au moins l'idéologie, au moins avec un des camps particulièrement. Et c'est difficile de se positionner là-dessus parce que pour beaucoup de gens, quand je dis attendez, je suis pas d'accord avec l'extrême droite, ça me paraît évident, mais ça c'était stupide. C'est comme un jour, la première fois où j'ai eu beaucoup de féministes qui me sont tombés dessus en disant ah du connard, salaud, machiste, c'est quand j'avais dit les fémènes qui étaient dans une manifestation, je crois que c'était 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 quoi la marche pour tous, la famille pour tous, le mariage pour tous. Alors il y avait le mariage pour tous en face, la manif pour tous. La manif pour tous. Voilà, pardon, il y avait une manifestation, c'était l'extrême droite effectivement. C'était peut-être pas la manif pour tous, en tout cas c'était proche. L'extrême droite qui manifestait et les fémènes étaient au milieu, arroser les gens à coups d'extincteur en hurlant tiens c'est du Saint-Sperme. Et donc effectivement il y avait eu baston et je disais oui c'est stupide de frapper les gens, c'est complètement stupide. Mais est-ce que vous croyez pas que c'était absurde de débarquer au milieu d'une manifestation. Imaginons demain une manifestation de gauche et quelqu'un qui arrive en milieu en se torchant avec le Coran en disant tiens c'est de la merde pour Allah. Est-ce qu'on dirait pas c'est un gros con intolérant qui vient foutre la merde? Bon, voilà. Donc c'est le souci du oui mais c'est pour la bonne cause. Oui, certes, le féminisme c'est une bonne cause. Après il y a la manière dont on le défend. Ouais, c'est pour ça que c'est une opinion qui est assez impopulaire, je me rends compte auprès des gens que je connais, mais que j'aime bien le côté liberté d'expression plus ou moins totale comme ils essaient d'avoir aux États-Unis, qu'ils ont essayé d'avoir, parce que sinon dès que tu rentres dans une liberté d'expression qui n'est pas totale, ce qui se passe c'est qu'il va y avoir des gens qui vont décider de ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et comme ces gens sont pas plus neutres que les autres, sont forcément aussi biaisés. Il y a un catch-22 comme ils disent en anglais. Oui, alors alors parce qu'il y a une question de limite qui est assez simple à limiter. On va prendre le harcèlement de rue. Est-ce que c'est de la liberté d'expression? Vaste sujet, hein. Et je ne pense pas qu'effectivement se faire emmerder dans la rue par un mec qui fait mademoiselle, vas-y. Bon, ça soit spécialement. Mais sur la question des opinions, effectivement, on arrive à un stade où quelqu'un peut pas manifester une opinion, même avec laquelle on n'est pas d'accord. Moi, je veux dire, le mec arrive et me dit Hitler est formidable. Je vais pas l'empêcher de le dire. Par contre, je vais sérieusement discuter avec lui parce qu'on va avoir un problème. Mais surtout que tant qu'on va l'interdire, on va donner un côté attrayant et on ne va pas contredire. Tant qu'on se lance pas dans la contradiction, on peut pas détruire une idée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il y a des gens qui disent punch nazi, oui, vous allez le frapper, il va faire quoi? Une fois qu'il aura pris un pain, il va voter Europe Écologie? Bien sûr que non. Il aura pris un pain, il va se radicaliser, et tout le monde va aller dans sa tranchée se faire la guerre. Donc, il y a une vraie question d'utilitarisme. C'est qu'est-ce qu'on essaie de faire? Et donc, sur la liberté d'expression, moi, je pense que ça a vraiment une vraie utilité, et que on a toujours voulu interdire des choses pour la bonne cause. Personne se lève le matin en disant, tiens, je vais faire de la censure, mais moi, je sais que je suis méchant. En fait, personne se dit je suis méchant. Ouais, mais non, ça. Voilà. Le mec qui dit, moi je vais interdire tel et tel livre pour la pureté, parce que au nom de la pureté de la race, lui il est persuadé que c'est très important et qu'il le fait pour le bien de tous et que l'humanité ira mieux. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie nécessité pour mieux combattre ces idées, d'essayer de comprendre comment elles naissent. Et c'est en discutant qu'on comprend. Et quand les gens me disent ouais mais tu peux pas parler avec un nazi, ah oui bien sûr en 5 minutes t'as pas réussi à faire changer 10 ans d'éducation du mec. Ah c'est trop bête. Oui c'est pas facile la vie. C'est pas facile le débat, mais ça c'est difficile à accepter aujourd'hui. À une époque, les gens disent ah non moi dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui est pas d'accord avec moi, je suis choqué, je vais dans mon safe space. Non bordel, faut qu'on y soit. Si pour toi c'est une vraie bataille, faut te battre. Ah bah oui moi je veux bien me battre, mais si l'ennemi il a pas le droit d'être là. Ah oui, ça va être une sacrée guerre. Donc non aujourd'hui on a un souci avec ça. On a une radicalisation dans bien des secteurs, on le sait, mais moi c'est un vrai problème. Et le blog me permet à ma petite hauteur d'en parler. Parce qu'encore une fois, parler sur Internet, c'est rigolo, mais je critique suffisamment les gens qui passent leur temps à rester sur Twitter. Après il y a des vraies choses à faire au quotidien. Ouais, mais bon, après chacun essaye d'amener ce qu'il peut, quoi, de mettre sa petite pierre. Bien sûr. On me dit souvent on peut pas être de tous les combats, c'est vrai, mais c'est bien d'être de moins un combat. Et par exemple, moi ça me fait chier quand je vais pas détailler parce que c'est privé, mais d'être engagé sur pas mal de terrains. Oui, ils apparaissent pas sur ma biographie Twitter et j'ai beaucoup de social warriors qui sont venus me dire ah oui, mais vous sur le féminisme vous faites rien. Ouais, écoute, on en reparlera un jour en privé si tu veux. Mais voilà, et quand à côté je leur demande ce qu'ils font, moi une fois par semaine, je vais à une réunion où on parle avec sur le sujet du viol. Putain, c'est super mec. Vraiment c'est super, c'est bien. C'est bien. Et vous êtes entre qui? Entre gens convaincus. Je suis sûr que ça fait trop avancer. Il y a des choses plus concrètes qu'on peut faire au quotidien sur quantité de sujets. Voilà.
On va arriver sur la fin, vu que je vais devoir te libérer. En fait, est-ce qu'il y a t'as le sentiment de poursuivre un truc dans la vie ou d'avoir un peu une philosophie de vie si ce n'est le cynisme et la mauvaise foi. Ouais, alors ça c'est effectivement en fait moi ma philosophie de vie c'est de rester derrière des fois. Parfois j'ai envie de rester derrière une grande baie vitrée avec mon verre de brandy à la main et de regarder le monde brûler. Mais il se trouve que je suis assez stupide pour poster, pour dire ça, c'est pas cool, ce qui veut dire que apparemment je m'en fous pas totalement. Mais voilà, cynisme et mauvaise foi, ça me paraît important. Mais ce qui est bien, on vit vraiment une époque qui est super intéressante. Beaucoup de gens disent moi j'aurais bien voulu vivre à tel siècle. Non, c'est pas vrai. T'aurais voulu être riche à tel siècle. Ouais. Ah, j'aurais voulu vivre sous Louis XIV. Ouais. T'aurais voulu être un vieux bouseux qui a jamais vu le roi au fin fond de la Creuse? Non. Par contre, tu voudrais bien être à la cour. Ton problème, c'est pas quand tu veux vivre. Ton problème, c'est qu'est-ce que tu veux vivre comme expérience. Et donc, voilà, on vit une époque formidable qui permet d'avoir beaucoup d'expériences, de faire plein de choses. Internet n'est qu'une de ces expériences, quand même assez formidable. La question, c'est à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, moi la politique j'en ai fait. Je me suis même présenté à des petites élections, c'est des municipales, j'étais sur une liste à une époque. J'ai travaillé en politique. Aujourd'hui, j'ai refait tout ce qu'il fallait pour quitter la politique et me faire suffisamment d'argent à côté pour pouvoir y retourner sans dépendre de l'argent public, parce que sinon la corruption commence comme ça. Ah, si je veux être réélu, sinon je pourrais pas payer les factures de la maison, blablabla. Faudrait que je fasse des concessions. Donc moi vraiment qu'est-ce qu'on veut. La philosophie c'est qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait et est-ce que c'est utile? Le blog, c'est pas un truc utile. Peut-être qu'il a une utilité à sa hauteur, mais avant tout, c'est un truc pour rire, discuter, réfléchir. Mais pour moi, ça n'a pas une utilité de fond, pas plus qu'un journal ou autre qui a son utilité. Mais moi, c'est un minuscule journal d'un coin de web. Donc, quand j'entends des gens me dire attention à ce que vous dites, odieux connard, pensez à la portée de vos propos. Oui, justement, mais c'est parce que je suis libre de dire ce que je veux que il y a des discussions qui se créent. Donc voilà, moi je reste un grand défenseur de la liberté d'expression, de la liberté que tout le monde puisse faire pas exactement ce qu'il veut, mais en tout cas qu'il puisse se lancer pour les causes qu'il estime justes et qu'on puisse en discuter. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque parce que c'est vraiment une époque fascinante. Question très rapide. Le film le plus mauvais? Alors je vais prendre le premier film sur lequel je suis devenu fou, c'est Un cri dans l'océan. De qui? Voilà. Alors je saurais même plus dire de qui, mais grosso modo, le pitch, un paquebot en mer de Chine est attaqué par des terroristes. Au même moment, il y a un gentil qui a été kidnappé par les terroristes pour leur servir de pilote, qui va tenter de combattre les terroristes et libérer le bateau. Mais au même moment, il est attaqué par un poulpe géant. Et au même moment, il y a une voleuse copère à bord. Et au même moment, il y a le patron du bateau qui tente de faire une arnaque à l'assurance. Et c'est absolument génial parce que le poulpe géant est culte, a des tentacules qui voient où est-ce qu'ils vont. Enfin, du coup, il coupe des câbles électriques parce qu'en plus, il a un BTS en électromécanique, donc il est bon, le poulpe, pour fermer des portes devant les gens. Enfin, je passe les détails, mais c'est une vraie merde. C'est un nanar. C'est pas exactement un nanar, justement, c'est proche du nanar. Moi, je fais pas dans le nanar, monsieur. Je laisse ça à Nanarland. Moi, je fais dans le blockbuster caca. Il y a un truc qui t'a écrit qui m'a fait vachement rire sur Armageddon où tu dis est-ce qu'il est plus facile de prendre les chercheurs bac+12 et de les faire devenir foreurs bac+2 ou de faire l'inverse? Voilà, ils ont choisi. Donc c'est exactement ça. Non, après là, bon, et sur le dernier film le plus mauvais que j'ai vu, on l'appellera Dunkerque. Ah ouais. Voilà, ouais. j'étais triste. Il y a un spoiler là-dessus. Le livre que tu offres le plus? Que j'offre. Ouais, que tu as offert ou recommandé le plus. J'offre les miens, voyons. Malheureux. Alors j'essaie de les faire payer quand même, mais je les fais acheter par quelqu'un d'autre, puis je les offre. Donc non, évidemment, j'offre mes livres. C'est comme ça laisse un message. Se faire offrir l'odieux connard, ça en dit déjà long. Et si, pour finir, si les gens écoutent ça et te connaissent pas, quel article ou qu'est-ce que tu leur conseilles d'aller lire en premier, en fait, pour se faire une idée? Pour se faire une idée, un truc qui a parlé apparemment à beaucoup de gens, c'est bête, mais c'est 50 Shades of Grey. Le spoiler du livre. Le spoiler du film, du premier film de 50 Shades of Grey. Voilà, sinon, pour l'humour, à une époque, j'ai un truc qui avait pas mal tourné, et donc, peut-être qu'ils l'ont connu, ça s'appelait la page Facebook d'Adolf Hitler. D'accord, bah je mettrai ça dans les voilà. Dans les liens. Bah écoute, merci beaucoup Odieux Connard d'être venu sur Nouvelle École. Où est-ce qu'on envoie les gens en fait qui écoutent sur unaudionconnard.com? unaudionconnard.com, exactement. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple, lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone, cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles, 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut!